Très rapidement, je vous présente la société SPEBI, donc c'est une entreprise du bâtiment spécialisée en rénovation énergétique, donc qui dispose de la triple certification 9001, 18001, 45001, et donc un service SAV. Nous sommes très peu à l'avoir, mais ce qui explique que nous avons également été amenés à aller chercher la qualification des amiantages pour protéger nos compagnons. 14 qualifications, donc qui sont indispensables chez les bailleurs sociaux, sur les marchés publics, et plutôt recommandées par les assurances en copro. Voilà. Donc, surtout lorsqu'il s'agit de gros travaux. Donc, nous sommes situés à Ivry, nous travaillons essentiellement en région parisienne. Chiffre d'affaires 40 millions d'euros, avec, alors, dans nos corps de métier, nous avons le désamiantage, l'échafaudage, métallerie et bardage, qui sont des métiers véritablement spécifiques. Et donc, ça fait partie de notre cœur de métier. Et la moitié du chiffre d'affaires est fait en copro, l'autre moitié sur les marchés publics. Le quiz, je te laisse poser la question, Xavier. Voilà, on a le quiz, bien sûr, je vais poser la question. Donc, voilà, je l'ai, je vous la lance. Tu me dis, Eric, si vous la voyez bien. Donc, il y a une question, c'est quel est le meilleur moyen de faire des économies sur un ravalement? Ah, ça commence à voter. A, négocier avec l'entreprise pour supprimer des prestations. B, marchander un rabais en contrepartie d'une baisse sur la qualité. 3, optimiser les coûts sur la globalité des travaux. On vous laisse voter. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Vous aviez presque tous voté en parallèle. Et je partage les résultats. Eric, qu'est-ce qu'il en est alors? Ouais, 100%, waouh. Effectivement, c'est optimiser les coûts sur la globalité des travaux et on va y venir. Les économies, elles ne sont pas forcément là où on pense qu'elles sont. En tout cas, les économies intelligentes et les économies importantes. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé récemment. Alors, on va articuler ces économies en 4 conseils. Voilà. La première, concernant la réglementation amiante. Pour ainsi dire, quasiment tous les chantiers sont concernés par l'amiante, malheureusement, puisque l'amiante est interdit depuis 97. Donc, tous les chantiers antérieurs à 97 sont confrontés à cette problématique de l'amiante. Donc, il y a une réglementation, ne pas aller au-delà, on va y venir, optimiser les installations de chantier. Il y a un vrai sujet à partager, notamment avec les copropriétaires. Anticiper les surcoûts liés aux mesures sanitaires de la Covid et également la flambée des coûts de matières premières et embarquer le maximum de travaux liés à la rénovation énergétique. On y vient et on va passer au premier conseil. En tout cas, de notre point de vue. La première, c'est la réglementation amiante. La réglementation amiante, pardon, elle est très claire. Lorsqu'il y a un appel d'offres, il faut fournir ce qu'on appelle le DAAT, diagnostic amiante avant travaux. Voilà, c'est au moment de la consultation. C'est-à-dire que on évite ainsi toutes les surprises, toutes les mauvaises surprises de surcoûts liés à l'amiante. L'entreprise doit le prendre en compte dans son devis. Voilà, et c'est ça qui doit être voté. L'amiante doit être votée. Les travaux d'amiante, pardon. Alors, ne pas aller au-delà de la réglementation. Il y a une réglementation, ça ne sert à rien. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut anticiper ces travaux. C'est souvent pas compliqué lorsque vous avez affaire à une entreprise compétente et qui a les compétences. Exemple, isolation thermique, c'est un chevillage très souvent par pistocellement avec des compagnons qui ont un équipement particulier. Défiler
de protection pour éviter tout ce qui est éclat enfin tout ce qui est empoussièrement pour à l'encontre des copropriétaires. C'est ce qu'on appelle le SS4, recouvrement sur support amianté. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le SS3. SS3, très souvent, les conduits de fibrociment, on doit les déposer. Fibrociment, en réalité, ça s'appelait avant amiante ciment, et nous sommes amenés à les déposer, et on ne les repose pas. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle du SS3, donc ça part en déchetterie. On parle de fibrociment parce que c'est ce qui est le plus fréquent, mais il y a d'autres cas, comme le glasal, par exemple. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple pour le copropriétaire parce que toute la partie, amiante, gestion administrative, prise en charge de la sécurité, la gestion, et la rédaction d'un rapport, il est effectué par l'entreprise à 100%. Donc, en réalité, le maître d'œuvre et le CSPS sont en copie, mais tout se fait avec l'inspection du travail et la CRAMIF et l'entreprise qui doit être compétente, qui doit avoir la qualification a en charge de tout ça. Voilà. Donc, ne pas aller au-delà de la réglementation, elle est finalement, en fait, assez simple et il faut s'appuyer dessus et il faut surtout l'anticiper. Deuxième conseil concernant les installations de chantier. Les installations de chantier, c'est généralement 30% du coût du chantier. On englobe dans le poste installation de chantier également la partie échafaudage. Un des points importants, c'est savoir où est-ce qu'on peut profiter de la copropriété pour s'installer et pour avoir à éviter les frais de voirie, qui, comme vous pouvez le voir en bas du slide, il peut monter très, très haut. On peut aller jusqu'à 90 000 € sur un chantier d'un an, suivant les communes. Donc, premier point, est-ce qu'on peut s'installer dans la copropriété? Donc ça fait partie des choses que l'on est en train de regarder. Une idée également, parmi les idées qui vont bien et qui font partie des échanges, si la copropriété dispose d'un local, ça arrive avec validation du CSPS derrière, à disposition, ça éviterait des coûts supplémentaires également. Donc ça fait partie des échanges que l'on a au moment où on parle d'installation de chantier. Une petite astuce qui va bien, une résidence où on n'a pas pu s'installer parce qu'il n'y avait pas de place, ou là où il y avait de la place, en réalité, il y avait des arbres. En plein 15e, donc des coûts exorbitants d'installation de chantier pour un chantier qui dure 1 an et demi. Et donc, l'idée de notre service méthode a été de s'installer en toiture. Donc, on peut s'installer en toiture. Et là, ça coûte 0 à la copropriété, en frais de voirie, j'entends. Pour cela, il faut ce qu'on appelle mettre en place avec l'échafaudage un ascenseur monte-charge et une tour d'escalier. Pas très compliqué. SpaceBee dispose de son service échafaudage, donc ça fait partie des compétences des compagnons et ça permet aux copropriétaires de faire de sacrées économies. Ça, c'est pour la partie installation de chantier. Je reviens ensuite à la partie échafaudage. L'échafaudage classique, c'est ce qu'on appelle l'échafaudage tubulaire, avec ou sans filet, suivant qu'il y ait des risques d'éclat de matériaux. Donc, c'est des échafaudages ou sur pied, ce sont des échafaudages classiques. Il y a un deuxième type d'échafaudage qui coûte 2 fois moins cher, mais qui nécessite par contre à certaines conditions. Donc, on puisse installer en toiture ce qu'on appelle une poulie. Donc, voilà, une poulie afin de tenir ce qu'on appelle des plateaux. Vous allez voir, donc là, c'est ce qu'on a fait pour une résidence dans le 78.
et ça permet également d'aller beaucoup plus vite. La condition, c'est qu'on puisse s'installer en toiture et également que la surface de l'immeuble soit plat. Parce que s'il y a du relief des balcons, là, les compagnons ne pourront pas monter et descendre sur une plateforme suspendue. Et nous pouvons faire de l'hybride, là, vous voyez, échafaudage sur plateforme suspendue. Donc, ça fait partie des réflexions intelligentes. On gagne du temps, on gagne donc de l'argent, on fait gagner de l'argent à la copropriété, et on met de l'échafaudage tubulaire uniquement sur la partie des balcons. Donc ça, c'est des économies intelligentes à faire partager. Troisième conseil, vaste sujet qui ne concerne malheureusement pas que le bâtiment, mais qui a concerné d'abord les matières premières, les matériaux du bâtiment, c'est la hausse des matières premières et les délais. Pourquoi on parle de la hausse des matières premières aujourd'hui? Parce que la hausse, elle est de 35%. Elle nous a été en moyenne sur l'ensemble de nos produits et on nous en annonce une autre. Ce qui représente quand même, quand on fait un débours, 7% du coût total du chantier. Donc là, c'est pas anodin. À cela, on rajoute le fait des délais. Et quand on a du délai, si on n'est pas organisé, on peut avoir installé des échafaudages et attendre pendant 3 mois, 4 mois que la marchandise arrive. Donc, pour éviter, en tout cas pour l'anticiper, pour l'éviter, ce que je vous recommande, c'est de signer l'OS, s'engager l'OS le plus tôt possible, de le communiquer à l'entreprise pour que l'entreprise puisse bloquer ses prix avec son fournisseur. Ça, c'est possible. On est en fin d'année. Là, on reçoit des OS actuellement en novembre-décembre sur des chantiers qui vont démarrer en avril. Moi, j'ai absolument demandé aux clients qui nous fournissent l'OS afin qu'on puisse bloquer les prix 2021 pour 2022, voire 2023. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il ne faut pas traîner. Ceux qui ne l'ont pas fait, malheureusement, subiront la hausse des coûts de matières premières et l'impact, il est quand même de 7 points. Donc, ce n'est pas anodin. Et ce coût revient quand même, je tiens à le dire, à la copropriété au nom d'un texte de loi qui s'appelle l'imprévision. Voilà, c'est tellement important que on ne peut pas, l'entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut pas supporter à 100% le coût total de la hausse des matières premières. Le quatrième conseil qui va dans l'ensemble, qui va dans la continuité de ce qui a été dit précédemment par Île-de-France Énergie et l'Agence parisienne pour le climat, c'est d'embarquer le maximum de travaux. Donc, on parle de ravalement. En réalité, il faut savoir de quoi on parle, mais en fait, on ne parle pas simplement de ravalement. Spebi, une entreprise comme Spebi, l'entreprise de ravalement, est en réalité le pilote d'un projet global parce que sont des entreprises qui s'occupent de l'installation de chantier, de l'échafaudage pour tout le monde, et qui a le plus gros lot, ce qui est souvent le lot numéro 1 et le lot numéro 2, à savoir installation de chantier donc, et isolation thermique par l'extérieur. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Alors, on a le désamiantage également. Donc ça, il se trouve qu'on a ça dans nos cordes, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Exemple, l'étanchéité de toiture, un vrai métier. La menuiserie, un vrai métier également. La ventilation, un vrai métier. Et la voirie. Dans ce cas-là, comment que ça se passe? On crée ce qu'on appelle un groupement et on prend, nous, des entreprises partenaires dont on a la responsabilité en réalité, mais qui ne seront pas des sous-traitants. Ce seront des co-traitants. Pourquoi?
quelle est la différence et l'importance? C'est que, en fait, on ne prendra, l'entreprise qui pilote ne marche pas sur ses co-traitants. Donc, c'est un projet global où, en fait, l'entreprise de ravalement est responsable sans marger. Donc, c'est aussi une réelle économie pour les copropriétaires. Quelques cas précis que l'on a eu, la résidence la Vingray, où tout a été fait, qui était une résidence réservée aux militaires à l'époque dans les Yvelines, pas très loin de Satory, où on a fait alors il y avait un traitement d'amiante, on a fait du bardage, donc avec de l'isolant laine de roche 14 cm. Mais également, on a créé une ventilation. Il n'y avait pas de ventilation. La ventilation, c'était d'ouvrir les fenêtres. Donc, on a créé une ventilation par le pignon et qui partait en toiture. De ce fait, on a également fait l'étanchéité des balcons avec modification des garde-corps. Souvent, les garde-corps de l'époque ne sont plus aux normes maintenant. Donc, il y a 1 mètre de hauteur qui sont imposés. Et ça nous fait une rénovation globale où tout a été embarqué. Et ça a été vraiment une réussite, un chantier qui a été abouti, qui a été primé d'ailleurs. Alors, un autre cas où on a joint l'utile à l'agréable, où on a embarqué un maximum de travaux, ça se situe au quartier des Fleurs, c'est la résidence du quartier des Fleurs. On a mis en place on a créé des pochoirs sur l'isolation thermique. C'est des choses qu'on peut faire à moindre coût. Et on a embarqué de la déco en plus. Et ça donnait quand même un côté esthétique plutôt sympathique. Voilà. Chantier qui a duré 1 an et demi. Voilà. Alors écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Eric pour cette présentation. Donc on a effectivement, je vais en prendre deux questions. Il y en a une de JL qui pose la question, donc j'imagine Jean-Louis, qui pose la question, dans ce cas, qui gère la coactivité? Oui, effectivement, quand tu parles de plusieurs activités, qui est-ce qui porte à la fois qui gère et qui prend la responsabilité? Alors, alors l'entreprise pilote, c'est l'entreprise qui s'occupe de l'isolation thermique, l'entreprise de ravalement. Je disais, parce que en fait, on est en responsabilité. C'est pour ça qu'on choisit aussi nos partenaires. Et là, c'est pas par rapport, c'est pas une histoire de prix, parce qu'en réalité, on ne sait pas qui sera le moins cher. On fait pas un appel d'offres. On a un choix de partenaire parce qu'on en sera responsable. Et si se loupe, c'est nous qui sommes en responsabilité. Donc, on choisit nos partenaires. Généralement, nous tournons avec 2, que ce soit pour la menuiserie, que ce soit pour l'étanchéité de toiture, que ce soit pour la ventilation. Nous tournons avec 2 partenaires et il n'y en a qu'un qui répond avec nous. Voilà. Et le groupement s'appelle SPEBI. Nous sommes en responsabilité. Nous sommes responsables d'eux. Alors, donc c'est vous qui gérez finalement. C'est nous qui gérons. Ouais. C'est nous qui gérons. Et pourquoi on les choisit, c'est aussi parce que on a des habitudes, parce que les gars se connaissent. Ou nos compagnons connaissent nos compagnons de la menuiserie, les compagnons des entreprises co-traitantes. Ouais. Ça, c'est très important. Hein. C'est une aventure humaine, un chantier. Hein. C'est important. L'habitude de travailler ensemble, oui, voilà, est important. Et puis aussi, l'entreprise qui s'occupe de l'échafaudage, du coup, gère également le planning pour tout le monde. Ouais, ouais. Alors, une autre question. On est quand même un peu leur chef, quoi. Hein, voilà.
Oui, vous êtes en responsabilité. C'est ce que Clairement en responsabilité. ça nous laisse le temps de poser encore une ou deux questions. Donc, François, quelle est la durée moyenne d'un chantier ITE? Bon, alors j'imagine que c'est une question, il n'y a pas de durée moyenne, mais en tout cas, le temps d'installer, le temps de démonter, bon, ça dure combien de temps? Alors, C'est de l'ordre de la semaine, du mois, de plusieurs mois? installation, pour nous, c'est à peu près 3 semaines. Ah oui, Des installations, c'est plus rapide. 3 semaines, un mois, oui, la cabane de chantier. Alors après, tout dépend si c'est un échafaudage plateau, comme je vous disais, où on se fixe à l'étage et on descend sur des plateaux. Voilà, des échafaudages. Ou alors un tubulaire. Un tubulaire, c'est plus long. Si c'est un échafaudage sur plateau, en une semaine ou deux, c'est plié, hein. Après, ouais. l'installation de chantier, c'est assez rapide parce que c'est des choses que on a anticipées. En réalité, une fois qu'on a reçu l'OS, il faut à nos L'OS, équipes, ça l'OS, c'est un l'ordre de service, ordre de service, oui. voilà, il nous faut un mois pour préparer, ça c'est important, il nous faut un mois pour préparer le chantier, c'est-à-dire organiser le planning, l'installation de chantier. Et c'est là où notre service méthode intervient et va chercher les économies qui vont bien. Si on a fait un devis avec une installation de chantier et que on trouve une idée pour en faire l'économie, on en fait participer les copropriétaires, hein, Hum. bien entendu. Très bien. Merci beaucoup, Eric.